Vous êtes sur Bibouda et c'est une bonne raison d'être de belle humeur, d'être enthousiaste et cela vous arrive. Mais il vous arrive aussi, reconnaissez-le, d'être parfois de mauvais poil, comme on dit. Oui, même avec une nature optimiste, ça peut arriver. Si on y réfléchit un peu, nous avons des humeurs changeantes. Il suffit par exemple d'un coup de stress, il suffit d'une zone de concurrence, il suffit d'une zone de compétition pour que nous nous crispions. Et souvent dans ce cas-là, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que nous savons faire, de ce que nous pouvons faire. Ils ne sont pas à la hauteur de nos potentiels. C'est arrivé un jour à Timothy Gallwey. Timothy Gallwey, dans les années 60, s'il est capitaine de l'équipe de tennis de Harvard. Il est en finale du tournoi. Il mène le match. Normalement, dans le public, tout le monde sait, il va gagner. Il arme sa première balle de match, il serre, c'est une erreur. Il se reconcentre, enfin, quand je dis il se reconcentre, il tente de se reconcentrer, il y a un silence de plomb sur le court, il frappe sa deuxième balle de match et c'est une deuxième erreur. Et de ce moment-là, il va aller de contre-performance à contre-performance et il va perdre le match. Et de rage, d'ailleurs, il va casser sa raquette et il va la jeter dans le court. Et voyez-vous, cette défaite-là, pour Timothy Gallwey, c'est une plaie ouverte. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Alors il va partir en Inde. Et il va revenir 2 ans plus tard. Il revient 2 ans plus tard avec une méthode de préparation mentale. Il comprend finalement que le match qu'il a perdu, il s'est déroulé autant dans sa tête que sur le court. Dans cette tête, il y a là où se bousculent les peurs, les angoisses, les hésitations, les doutes, les moments d'euphorie également. Il y a tout cela. Et il va écrire un livre, The Inner Game, c'est-à-dire le jeu intérieur. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bibouda, bienvenue dans ce webinaire. Nous avons tous des jeux intérieurs, nous avons des émotions, nous avons des blocages, nous avons des peurs. Et ces peurs et ces blocages ralentissent nos réussites, elles pèsent sur nos actions. Le XXe siècle et sa psychologie s'est penchée sur ces phénomènes. Premier mécanisme, on a commencé à les comprendre. Oui, mais le XXIe siècle et les neurosciences ont repris la copie et l'ont approfondie. Et ils ont montré ceci. Les neurosciences ont montré que il y a des neurotransmetteurs. Nous avons des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Ils agissent sur notre état mental. Alors, selon le dosage, selon l'excès, selon le déséquilibre, les neurotransmetteurs, nous font basculer dans la mélancolie, dans l'enthousiasme, dans la confiance, dans le doute, dans tout cela. Le docteur Olivier Mandel-Rieu est notre invité aujourd'hui. C'est lui l'artiste de ce webinaire. Olivier, bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Thierry et fabuleuse introduction. Alors, vous êtes docteur en pharmacie et cette biochimie du cerveau, enfin de nos états d'esprit, de nos états d'âme, excusez-moi, je m'exprime sans doute très mal, vous les avez étudiés. Et sur le principe, finalement, votre constat est le suivant. Un déséquilibre, un désordre dans les neurotransmetteurs, cela réduit nos chances de succès, certes, mais donc, vous dites, le mieux, c'est finalement de rétablir l'équilibre. Et on peut le faire de 3 façons, dites-vous. On peut le faire, première façon, c'est d'abord le pharmacien qui va parler. Il va dire, écoutez, prenez une petite pilule, ça ira mieux. Et c'est vrai, on est angoissé, je vais vite, mais on est angoissé, un peu sous stress, on prend de Lexomil, ça se calme. La chimie a rétabli les équilibres. Deuxième possibilité, dites-vous, mais voyons ce que nous mangeons. La posologie serait dans l'assiette, c'est pas mal ça non plus, et donnera le même résultat. Et puis enfin, il y a la troisième voie, la voie de l'hypnose, la voie de la reprogrammation mentale. Vous pratiquez l'hypnose depuis 20 ans, vous l'enseignez depuis 10 ans à Bordeaux, vous la pratiquez également auprès de sportifs de très haut niveau, notamment auprès de tennisman, le 17e et le 38e joueur mondial. Il faut dire que vous les avez tirés du fond du classement. Aujourd'hui, ils sont 17e ou 38e, mais la progression n'est pas finie. L'aventure est loin d'être achevée et vous poursuivez votre travail avec eux. Aujourd'hui, je dirais que votre réputation vous précède sur YouTube. Vous êtes le préparateur mental des sportifs. Vous êtes basé en Nord.
Et vous avez l'habitude de dire que oui, nous avons deux hémisphères, mais ce ne sont pas les hémisphères que l'on croit. C'est pas le gauche ou le droit. Vous dites, on a un hémisphère de la volonté Mm. et l'hémisphère de tous les possibles. On peut donc imaginer ce que l'on veut devenir et vouloir ce que l'on peut devenir. La question finalement, Olivier, de ce webinaire est simple et j'aimerais vous la poser au nom de toutes celles et ceux qui vous suivent depuis très longtemps et des nouveaux qui vous découvrent. Le neurobonheur, est-ce que ça existe? Est-ce que je peux être maître de cette biochimie des transmetteurs dont je suis le siège? Et quels sont finalement les résultats? Par exemple, enfin, je peux mincir. Ça me ferait du bien, franchement. Enfin, je peux résister à l'envie de fumer. Enfin, je peux calmer ma boulimie et la faire disparaître. Voilà les questions. Parmi les neurotransmetteurs, chacun, on a déjà entendu parler de la dopamine, on a entendu parler de la sérotonine. Première question, il s'agit de quoi exactement et ça agit comment? Très bien. Alors, permettez-moi, Thierry, de vous féliciter pour cette superbe introduction et de faire un pont, parce que quand vous avez parlé de Timothy Gallwey, The Inner Game, le jeu intérieur, donc le jeu, The Game, J-E-U, c'est ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et je vais rebondir en disant, on pourrait parler du jeu, J-E, intérieur, qui est le subconscient, et qui, par rapport au neurotransmetteur, va effectivement agir sur quoi? Sur l'axe qu'on appelle hypothalamus, hypophyse. Et ce sont naturellement donc les informations envoyées par l'hypothalamus à l'hypophyse qui vont libérer à peu près 26 hormones. Alors c'est aussi bien la soif, c'est aussi bien, on va dire, la colère, c'est l'agressivité, c'est le désir sexuel, c'est la faim. Et tout ceci est géré par une zone du cerveau qui correspond à peu près à la taille du pouce. Vous avez ces 2 cm, 2 cm et demi, qui sont l'hypothalamus et qui envoient toutes ces informations à l'hypophyse qui, lui, va libérer 26 hormones. Alors, pour répondre à votre question, c'est ça le jeu intérieur. Le jeu intérieur, c'est ce qui se passe et qu'on ne voit pas. Et le jeu extérieur, c'est tout ce que l'ego va mettre, c'est-à-dire l'image de marque qu'on veut donner, comment on s'habille, ce qu'on veut montrer à l'extérieur, alors qu'en fait, il se passe un deuxième, on va dire, alors jeu, J-E-U, mais le jeu J-E intérieur, ben c'est lui qui est en fait responsable de tout ce qu'on vit au niveau de notre chimie interne ou de notre équilibre interne. Et ceci, c'est à travers nos différents, on va dire, sens, ce que l'on sent, ce que l'on va ressentir, ce que l'on va voir, entendre, qui vont passer par un premier cortex. Alors les cortex, c'est au niveau du crâne. On va parler effectivement d'un thalamus sensoriel, excusez-moi au départ, avant de passer par le cortex. Et on envoie ça dans 2 zones du cerveau. Et les zones du cerveau qui vont récolter ça, il y a à la fois donc ce qu'on appelle le tegmentum et on va avoir une autre zone qui va, à travers les sensations, libérer les neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, c'est quoi? Ce sont des peptides qui ont cette faculté de pouvoir se mettre sur des récepteurs particuliers dans le cerveau et induire des réactions. Voilà. Alors, on va parler de neurotransmetteurs, on parle des fois de neuromédiateurs, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des neurohormones, parce que les transmetteurs, des fois, n'agissent pas qu'au niveau de la modulation des récepteurs du cerveau, mais agissent aussi au niveau de certaines glandes. Et c'est ça qui fait que on est toujours sur des peptides, mais qui peuvent agir dans le cerveau ou à l'extérieur du cerveau. Voilà. Et donc, il y a 52 neurotransmetteurs. Alors, 14 sont absolument essentiels, qui représentent 99% du fonctionnement des neurotransmetteurs. Et on se cible en général sur 6 ou 8 qui font à peu près 95-96% des réactions que l'on a dans notre organisme. Et ceci va être aussi bien la motivation, le désir sexuel, l'énergie, la sérénité, l'anxiété ou pas. Et nous pourrons tout à l'heure travailler un petit peu dans le détail chacun de ces neurotransmetteurs. Mais oui, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas une zone du cerveau qui ferait qu'on appuie sur un bouton pour obtenir ce qu'on veut. Il y a plein d'informations que le cerveau prend et qui vont libérer en fait de la chimie. Et cette chimie, en fonction que c'est 9h, 10h, 11h, vous passez par, on va dire, tout un tas de sinusoïdes qui vont impacter
votre état intérieur. Et c'est ce qui peut se passer dans le sport, comme le disait Timothy Gallwey. Au moment de servir, vous pouvez avoir la motivation, effectivement, et avoir la dopamine qui va vous donner la noradrénaline pour avoir l'énergie de conclure. Mais vous pouvez avoir trop de noradrénaline qui va se transformer à ce moment-là en adrénaline et avoir le stress qui va vous bloquer. Et puis quand vous ratez la première balle de match, que vous êtes fatigué, vous pouvez libérer du cortisol et ça peut vous mettre dans une super énergie ou dans une super colère. C'est ce qui est arrivé à Djokovic dernièrement. Olivier, je rappelle bien sûr à toutes celles et ceux qui nous suivent que vous posez vos questions, bien sûr, et que Olivier y répondra bien volontiers. J'ai une première question. Vous avez cité la noradrénaline, et c'est une question d'Antoine qui est au Havre et qui nous dit ceci. Si je manque de noradrénaline, est-ce que je manque d'énergie, Olivier? Alors, si vous manquez de noradrénaline, non seulement vous manquez d'énergie, mais vous risquez de procrastiner. Parce que la noradrénaline, alors à ne pas confondre avec l'adrénaline, c'est le neurotransmetteur donc de l'énergie qui est élaboré à partir de la dopamine. Autrement dit, c'est la dopamine qui se transforme en noradrénaline. Donc si vous manquez de dopamine, vous manquerez de noradrénaline. Effectivement, vous n'aurez pas de motivation. Si vous manquez trop de noradrénaline, vous risquez d'avoir des idées noires et même des idées suicidaires. Et vous demandez même, c'est souvent comme ça que je constate les gens qui sont en sous-noradrénaline, c'est-à-dire ils se demandent leur utilité, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette vie. Ils portent, on va dire, un fardeau sur les épaules. Je résume, je tente de résumer en tous les cas ce que vous avez dit jusqu'à présent, Olivier. Vous dites, en réalité, nous avons 52 neurotransmetteurs. Ouais. Et ces neurotransmetteurs vont frapper l'hypothalamus, c'est bien cela, et celui-ci, plus une autre partie encore de notre cerveau, vont libérer 26 hormones. C'est en réalité un véritable clavier, si je comprends bien. C'est bien ça. Alors, clavier sur lesquels on va avoir, vous avez dit, la soif, on va avoir l'anxiété, on va avoir la motivation. C'est incroyable comme des choses complètement différentes se trouvent portées ainsi par des hormones. Tout à fait. Et donc, la question devient... On a les commandes du cerveau. Allons-y, poursuivez. Décrivez-nous bien ce mécanisme. Les neurotransmetteurs, c'est les commandes du cerveau. C'est ce qui va vous donner l'énergie mentale. L'énergie mentale avec soit l'attention, soit la motivation, alors que les hormones vont agir plus sur le corps. Mais les deux sont essentiels. Et vous pouvez avoir un système hormonal parfait. Si vous travaillez trop et que vous vous régénérez pas, vous êtes en burn-out. Et du coup, vous n'avez plus de motivation au niveau du cerveau pour agir sur le corps. Ma première question sera, expliquez-nous comment des déséquilibres dans cette mécanique sublime peuvent intervenir. Pourquoi on peut avoir à un moment donné une déficience de tel ou tel neurotransmetteur, ou un excès d'ailleurs, quand je dis une déficience. Tout à fait. Alors, ça vient simplement des cofacteurs que l'on apporte. On est souvent orienté par ce qu'on appelle, on va dire, la macro, on va dire diététique, la macronutrition, en pensant à tout ce qui est protéines, glucides et lipides. Alors c'est vrai que si on se réfère un petit peu aux protéines, les protéines sont décomposées en acides aminés et ces acides aminés vont servir à la constitution et à la synthèse des neurotransmetteurs. En particulier, les deux acides aminés qui vont amener donc la synthèse de la dopamine, c'est la phénylalanine et la tyrosine. Ok. Donc, la plupart des gens, par rapport à tout ce qu'on peut lire, entendre, apprendre, tyrosine, phénylalanine. Simplement, c'est que cette phénylalanine qui donne la tyrosine, et la tyrosine a une dopamine, et la tyrosine qui donne directement la dopamine, elles ont besoin de cofacteurs, c'est-à-dire elles ont besoin, si je prends les 8 neurofacteurs qui sont importants pour eux, c'est la B3, la B5, B6, B9, B12, zinc, magnésium et fer. Et si vous manquez de ces minéraux, de ces vitamines, eh bien la synthèse se fait pas comme il faut. Donc, pour expliquer, il faut avoir une alimentation équilibrée et ne pas avoir forcément de manque. Et je vais parler de la sérotonine. Tout le monde aujourd'hui est au courant que la sérotonine agit sur la dépression, que lorsqu'on est dans des humeurs massacrantes, on manque de sérotonine. Et la plupart des gens s'orientent vers des supplémentations en tryptophane, qui est l'acide aminé qui synthétise, qui permet la synthèse de la sérotonine, ou du 5-HTP,
Le 5-HTP, 5-hydroxytryptophane, nous vient du tryptophane, on le trouve aussi dans le griffe, et se font de la supplémentation dessus. Mais si vous avez des carences en vitamine B3, eh bien, le tryptophane se synthétisera, se transformera en vitamine B3 pour donner de l'énergie dans la synthèse de la dopamine et ne se transformera pas en sérotonine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est très important et que j'aborde dans un livre qui va sortir prochainement, donc début janvier, je parle donc de l'immunité. Et si vous n'avez pas des intestins en forme, si vous n'avez pas les intestins, on va dire, non poreux, eh bien, vous ne pourrez pas fabriquer les neurotransmetteurs parce que la plupart des neurotransmetteurs sont synthétisés dans l'intestin. Donc, sans un intestin en pleine forme, eh bien, vous aurez une production de 30 à 50%. C'est ce qui va expliquer, les carences, donc le manque d'apport de compléments alimentaires et donc de vitamines ou de minéraux, les intestins. Et puis, troisièmement, la pollution. Pourquoi on peut avoir des manques en sérotonine? Tout simplement parce que les pesticides inhibent la synthèse de la sérotonine. Le cadmium, lui, qu'on l'on trouve soit dans les batteries, soit dans la fumée de cigarette, inhibe la synthèse de dopamine. Le plomb va, lui, inhiber la synthèse de GABA. Et donc, la pollution que l'on a, atmosphérique ou alimentaire, les carences et surtout, comme je disais, le fait donc de ne pas avoir les bons éléments au bon moment font, et l'intestin en particulier, font qu'on va avoir des carences. Ce dont vous venez de parler, c'est aussi les perturbateurs endocriniens? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on va, par exemple, et c'est pour ça que pour moi le plus gros problème aujourd'hui, à travers les pesticides et les PCB, ce qu'on trouve par exemple dans les aérosols qu'on a sur les déodorants ou les différents, on va dire, produits qu'on se met sur la peau, ça inhibe la synthèse de la sérotonine. Or aujourd'hui, les gens sont tellement secoués par ce monde qui va de plus en plus vite, par effectivement ce monde qui est complètement connecté, que si vous n'avez pas la sérotonine qui est le frein, vous allez partir en dépression ou en burn-out. C'est la sérotonine qui est la plus importante parce que tout nous pousse dans cette société aujourd'hui à appuyer sur l'accélérateur. Tout nous pousse à appuyer sur la dopamine, tout nous pousse à forcer les choses et justement parce qu'il n'y a pas de frein, à un moment donné, vous allez partir en burn-out et aujourd'hui, 38% de la population est aux portes du burn-out d'après les statistiques. Ah, justement, c'était la question de Nathalie, Nathalie de Lille. Pour éviter le burn-out, quels sont les neurotransmetteurs à stimuler ou bien, en tous les cas, à surveiller? Voilà, super question. Alors c'est vrai que quand on rentre en burn-out, il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est que on n'a pas écouté le premier signal d'alerte. Le signal d'alerte, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui fait que vous avez mal à la tête, que vous avez une pression des fois à la gorge, des fois au niveau de l'estomac, que vous avez les jambes tremblantes, que vous vous sentez pas bien. Ça, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, elle se stimule parce que vous appuyez trop sur l'accélérateur. Et donc, forcément, vous commencez à fatiguer. Ce qui fait qu'on va chercher quoi? On va chercher dans le café, par exemple, ou dans d'autres excitants, de la taurine, par exemple. Le café, ça stimule quoi? La noradrénaline. La noradrénaline, c'est essentiel pour avoir de l'énergie. Mais comme on commence à travailler sur les surrénales, il va se passer deux choses. Premièrement, on risque d'avoir des problèmes au niveau de la thyroïde. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de recrudescence de problèmes thyroïdiens parce que la thyroïde est liée au surrénal. On a trop appuyé sur l'accélérateur. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser justement les surrénales, mais là, la partie cortico-surrénale, pour prendre le relais avec le cortisol. Le cortisol, c'est un super dopant. La preuve, c'est que beaucoup de sportifs, jusqu'à quelques années, se dopaient à la cortisone. Et on sait que la cortisone, quand elle est utilisée dans le milieu hospitalier ou pour certaines maladies, on ne doit pas dépasser 10 jours dans l'année et encore moins 5 jours d'affilée. Donc c'est, sauf pour les sportifs qui se font traiter par cortisone, mais on voit tout ce qui se passe en Afrique du Sud, les rugbyman qui meurent à 40 ou 45 ans parce qu'ils ont pris trop de cortisone. Et le cortisol, qui est l'équivalent de la cortisone, mais qui est naturel, en fait, va effectivement donner une résistance hors du commun pour abattre des quantités de travail. Mais le problème, c'est que vous épuisez
donc le cortisol, et à un moment donné, quand vous n'avez plus de noradrénaline et plus de cortisol, vous rentrez dans le burn-out. Le burn-out, c'est le fait que vous avez épuisé vos réserves. Donc, la première chose, c'est de pouvoir, pour répondre à Nathalie, je crois, c'est de pouvoir augmenter la quantité de dopamine, et ça, c'est essentiel. Donc, c'est tout ce qui est protéines, phénylalanine, tyrosine, et on trouve plein de produits comme le guarana, comme le chrome, comme le rhodiola, que j'aime beaucoup. Mais surtout, il va falloir augmenter la sérotonine, parce que ce qui va vous empêcher de basculer dans le burn-out, c'est la sérotonine. Et la sérotonine, ça demande un équilibre, ça demande de faire de la méditation, ça demande de chanter ou d'écouter de la musique. Ce sont des techniques qui permettent de stimuler la sérotonine. Ah, c'est très intéressant parce que vraiment ici vous ouvrez en tous les cas vous ouvrez les perspectives vers nos activités quotidiennes et on se rend Tout à fait. compte en vous écoutant que nos activités quotidiennes variées en tous les cas peuvent nous disposer à un équilibre bien plus intéressant encore. Alors j'ai plein de questions, plein de questions, parce que j'ai l'impression ici d'être dans le cabinet du consultant que vous êtes, c'est-à-dire du préparateur mental que vous êtes. J'ai d'abord la question de Guylaine Saint-Pierre-des-Corps, qui dit quelles sont les vitamines ou les minéraux à prendre quand on a des insomnies? Alors, très intéressant. D'abord parce que l'insomnie, il y a plusieurs types d'insomnie. Alors, on pourra rentrer tout à l'heure dans le détail. L'insomnie, nous vient d'une perturbation que l'on a de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est le neurotransmetteur qui équilibre le passage de l'état de veille à l'état d'endormissement. Donc, sans mélatonine, on aura du mal à trouver le sommeil. Si on manque de mélatonine, on se réveillera aussi souvent en milieu de nuit. On aura du mal à aller jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est pour les gens dont je viens de parler, qui sont aux portes du burn-out, qui sont dans une sollicitation, il y a le cortisol sur lequel on travaille beaucoup. Et le cortisol, c'est ce qui vous réveille le matin. À 6 heures du matin, 6h30, c'est le cortisol qui vous fait réveiller. Si vous êtes dans un état d'excitation dans votre activité, vous risquez de vous réveiller en milieu de nuit à cause du taux de cortisol qui est trop important. Donc déjà, veillez au taux de cortisol, calmez son rythme de vie. Et donc, comme la mélatonine surveille et veille donc à cette alternance donc de veille-sommeil, il faut comprendre que la mélatonine est fabriquée par la sérotonine. Le précurseur de la mélatonine, c'est la sérotonine. Tout à l'heure, je vous ai dit que le précurseur de la noradrénaline, c'était la dopamine. Celui de la mélatonine, c'est la sérotonine. Donc, les deux neurotransmetteurs les plus importants, c'est la dopamine qui est le on du cerveau et c'est la sérotonine qui est le off du cerveau, qui permet de pouvoir étager un petit peu et baisser cette pression que l'on a. On doit avoir la mélatonine le soir, de la sérotonine dans l'après-midi, et le pic de sérotonine est fabriqué à 17 heures. Entre 17 et 18 heures, c'est le moment où effectivement on élabore la sérotonine. Donc, tous les médicaments que vous pouvez prendre, enfin les médicaments, les compléments alimentaires à base de tryptophane, c'est à 17 heures. Il faut le prendre 17 heures, 18 heures. En général, je dis aux gens avec un peu de fruits secs ou des baies, parce que le sucre permet la meilleure absorption et synthèse. Mais le sucre à 17, 18 heures, pas à 21 heures. Est-ce que là, vous venez de répondre à la question, c'est une question de Xavier, quel est finalement le neurotransmetteur le plus intéressant ou le plus important, celui vers lequel toute notre vigilance doit être portée? Moi, je note ici, vous avez dit, il y a deux précurseurs vraiment importants, le on et le off, dopamine et sérotonine. Dopamine pour le on et sérotonine pour le off, c'est ces deux-là qu'il faut surveiller? Alors c'est les deux, on va dire, qui sont les plus importants selon moi, parce que c'est eux qui rythment notre vie. Le matin, si on n'a pas de dopamine, vous restez au lit. Vous pouvez pas vous lever. Si vous n'arrivez pas à vous lever, vous manquez soit de magnésium, soit de cortisol, soit de dopamine. Mais vous n'avez pas de motivation, vous procrastinez. Si vous manquez de sérotonine, vous trouverez pas le sommeil. Et comme vous trouvez pas le sommeil, vous allez mal dormir. Comme vous dormez mal, vous oxygénez mal votre cerveau. Et ce que je voulais répondre à la personne qui posait la question sur l'insomnie, donc effectivement, il faut apporter du magnésium parce que comme la sérotonine se transforme en mélatonine, il faut du magnésium parce que la sérotonine se transforme en mélatonine grâce au magnésium. Sans magnésium, donc déjà, il faut veiller à avoir du magnésium de manière régulière. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir une apnée du sommeil. Beaucoup de clients
qui ont des apnées du sommeil, sans le savoir. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne respirent plus par le nez, ils respirent par la bouche. Et du coup, ils alimentent pas mal, on va dire, leur cerveau. Et comme leur cerveau est pas alimenté donc en oxygène pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont de l'hypertension le matin qui est là pour amener le sang dans le cerveau qui n'a pas été oxygéné. Donc, vous voyez des fois que les troubles du sommeil sont pas uniquement une histoire de mélatonine, mais de faire, et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus, on va dire, révélé, c'est les apnées du sommeil. Beaucoup de personnes en font. Alors, on a des petits masques qui existent, on a aussi des sortes j'allais dire de déambulateurs, non, comment dire, c'est ambulatoire que l'on apprend ça chez les dentistes qui permettent d'ouvrir la bouche d'une certaine manière pour éviter de respirer par la bouche, justement. Je synthétise, Olivier, ce que vous avez dit. Deux grands points, en tous les cas, à retenir dans vos développements. Le premier grand point, c'est que les neurotransmetteurs, il y en a 52, sont tout un clavier important qui vient stimuler une partie de notre cerveau pour libérer des hormones. Vous avez dit, il y en a 26. On comprend bien dans ce cas-là que si l'orchestre des neurotransmetteurs est perturbé, les hormones le seront à l'arrivée également. Il y aura cause et effet, on est d'accord là-dessus. Thyroïde, cortisol, etc. On est d'accord. Donc la deuxième chose que vous dites, du coup, si vous mangez équilibré, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour avoir un orchestre apaisé, un orchestre équilibré. Et vous avez dit, voici le mécanisme, c'est la deuxième chose importante à mon avis, vous mangez, bien sûr, alors glucides, lipides, mais tout ceci va être dégradé en acides aminés, et ce sont les acides aminés qui vont construire les neurotransmetteurs. Si vous avez au niveau de l'intestin, vous dit, des dysfonctionnements, il est évident qu'on n'aura pas toutes les briques pour pouvoir former ou construire en tous les cas tous les neurotransmetteurs. Et donc à partir de là, dites-vous, évidemment, on va au-devant de déséquilibre. La question suivante est de savoir maintenant comment on se rend compte d'un déséquilibre. Premier point. Et deuxièmement, on fait comment pour rétablir les équilibres? Tout à fait. Mais merci pour cette question. La première chose, effectivement, c'est que, alors, pour répondre à une question, ça c'est le livre que je sors, que j'ai coécrit avec une spécialiste de la naturopathie qui a écrit 18 livres, qui a même écrit avec Michel Onfray, qui est très connu. Et nous sortons ce livre en janvier pour expliquer en fait, quelque chose qui avait été expliqué il y a une vingtaine d'années, qui n'est pas allé jusqu'au bout, c'était les groupes sanguins. Parce que les groupes sanguins ont une importance, on va dire, sur la façon dont on mange. Et on devrait bâtir nos menus, nos régimes en fonction de notre groupe sanguin. Un groupe O, c'est pas un groupe A et c'est pas un groupe B. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait D'Amato qui avait écrit donc 3 livres donc qui ont été passionnants à lire, qui expliquaient comment on mincissait grâce effectivement au groupe sanguin. Sauf que ce qu'on a fait avec Valérie, ça nous est venu pendant le confinement, on est allé plus loin. Et c'est pour ça que je vais expliquer comment un régime n'est pas équilibré pour tout le monde, parce que selon que vous êtes un chasseur-cueilleur ou un éleveur, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins. En fait, on a établi qu'il y a des aliments qui sont toxiques pour le groupe B, mais qui sont bénéfiques pour le groupe O. Parce que vous avez donc alors on a copyrighté ceci, les mots immunostimulant, immunoneutre ou immunotoxique. Voilà. Et là, je vous donne une clé d'explication pourquoi la nourriture, quelle qu'elle soit, ne va pas servir et toucher les gens de la même manière à cause de ces principes immunotoxiques, immunostimulants. Alors ça, j'en parlerai un petit peu plus donc après la sortie du livre, parce que là, c'est une exclusivité où on va donner toutes les clés de l'intestin, parce que c'est dans l'intestin, avec ça que vous allez pouvoir faire la synthèse. Donc j'explique pourquoi vous avez des déficiences qui sont faites, malgré que le fait que des gens, des fois, peuvent manger comme il faut. Ce qui est important, c'est les inflammations. Il faut comprendre que au cours de notre vie, notre corps s'enflamme de plus en plus. Et les inflammations font que notre intestin devient poreux. Et là, effectivement, il y a des jeûnes à faire, il y a des jeûnes intermittents. Il y a des produits essentiels comme l'extrait de pépins de pamplemousse ou, par exemple, donc ce qui est les granions d'or ou ce qu'on appelle
d'argent, pardon, l'argent colloïdal ou effectivement la chlorophylle, il faut assainir l'intestin. Alors, une fois qu'on a compris cette partie-là, comment on peut savoir où on en est? Alors, la première chose, c'est effectivement qu'il y a des analyses qui sont faites, mais qui sont pas très connues de la part des médecins. Voilà, j'ai beaucoup de personnes, des fois, qui me disent, oui, vous avez parlé de dosage à dopamine, à sérotonine, mon médecin ne connaît pas, ou je suis allé dans un laboratoire. Il faut s'adresser à des laboratoires spécialisés. Il y en a 3 ou 4 en France, dont un qui est basé à Metz, le laboratoire Barbier, que vous connectez directement sur le site internet. Il va vous envoyer donc effectivement des tubes, et donc il y a un kit, et vous allez récolter les urines de 24 heures. Et donc sur les 24 heures, vous allez pouvoir faire l'analyse de la dopamine, de la sérotonine, du GABA. C'est fait sur les urines de 24 heures. Alors pas la première urine du matin, ni celle de 24 heures la première, c'est les urines qui sont après la nuit, voilà, parce que sinon, le premier, juste après la nuit, vous avez des concentrations qui vont un peu fausser. Voilà, ensuite, vous avez le dosage du cortisol qui se fait au niveau sanguin, et vous avez également le cortisol qui peut se mesurer donc au niveau salivaire, c'est-à-dire ce sont des écouvillons que vous mettez dans la bouche et vous allez pouvoir remettre ça dans un tube et on va prélever un petit peu comme on fait des fois sur des tests PCR, mais on va prélever dans la gorge et on fait la même chose au niveau de la mélatonine. Et la mélatonine, elle est mesurée, par exemple, quand on a des problèmes de sommeil, à 9 heures le soir, minuit, 3 heures, 6 heures du matin. Là, il faut passer une nuit blanche, effectivement, pour voir le dosage de mélatonine. Le cortisol, on va le faire à 8 heures, 12 heures, 16 heures et 20 heures. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement des questionnaires qui ont été établis par une équipe aux États-Unis sous la responsabilité de Braverman. Et donc effectivement, on en parlera tout à l'heure dans une formation. On a mis avec Bibouda ces questionnaires pour permettre aux gens de savoir à travers les réponses physiques, émotionnelles, cognitives, quelles sont les carences qu'ils peuvent avoir, et deuxièmement, quel est le profil dominant que vous êtes. Parce que vous êtes, vous voyez, moi, la façon dont je parle, je suis dopamine. Voilà. Il y a des gens qui sont plutôt GABA. Et GABA, ils auraient un débit d'élocution plus court qui va permettre d'être plus structuré et d'être plus dans le décortiquage des choses. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Ce questionnaire permet de savoir quel profil vous êtes et qu'est-ce qu'il faut privilégier pour changer vos carences. Alors, tout de suite, voici une question de Guillaume. Guillaume qui est à Évian. Bonjour Guillaume. Vous dites chacun a un profil dominant. Comment le sait-on? Justement, on connaît le profil dominant par les tests que l'on peut passer, des tests de 15, ça dure 15 à 20 minutes, des profils qui permettent, voilà. Donc, je repose. Et ça, vous le conseillez vivement, Olivier? Ça va changer la nature des choses parce que on a vécu au XXe siècle, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec cette prépondérance de la psychologie. On passait sous les fourches caudines donc de Freud. On était dans le plaisir ou on va dire le tabou, voilà les totems qui étaient ceux-là. Et en fait, on a créé avec notre, on va dire, religion judéo-chrétienne une source de culpabilité, de choses qui nous pèsent. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Aujourd'hui, si on sort du contexte, on va dire, culturel et religieux qui crée des croyances qui vont nous enfermer, il faut savoir que chaque fois que vous vivez une émotion, emotion, c'est-à-dire E-I, en anglais, c'est l'énergie. Motion, c'est un mouvement. C'est une énergie en mouvement qui, en fait, à chaque fois, elle n'est pas palpable. Vous ne pouvez pas la mettre dans un tiroir. Cette énergie, ce sont les neurotransmetteurs. Donc, vous vivez un événement un peu traumatisant ou euphorisant quand vous êtes jeune. Vous créez, on va dire, quelque part, une soupe d'eurochimie qui va se déverser, soit parce que vous avez une très grosse tristesse, une très grosse colère ou une joie indicible. Et votre cerveau, pour ne pas être absorbé et pris sous le déluge de cette soupe neurochimique, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer vite des neurorécepteurs pour absorber ces neurotransmetteurs de manière à ce que vous puissiez retrouver l'équilibre normal. C'est ça, il y a l'homéostasie du corps. Mais ces neurorécepteurs qui ont été créés sous l'effet d'une grande tristesse, d'un deuil, d'une colère, en fait, ils sont toujours là. Et un petit peu, c'est comme si vous aviez changé, vous avez mis en fait
une sorte de bascule qui s'est pesée avec tous ces neurorécepteurs qui vont vous demander tous les jours cette soupe. Et en fait, ils ont besoin d'être alimentés. Alors, c'est premièrement au niveau alimentaire. Vous allez vers certains types d'aliments et dites-moi les aliments que vous aimez, je vous dirai qui vous êtes. Mais surtout, ces neurorécepteurs, ils font faire en sorte, pour avoir cette soupe, de créer inconsciemment, grâce à l'hypothalamus, les conditions d'être toujours nourri. C'est-à-dire, vous allez rencontrer les mauvaises personnes ou les bonnes personnes pour apporter cette soupe. Et on va aller comme ça jusqu'à 40 ans sans savoir, avant de commencer à avoir une ouverture et faire un travail avec un psychologue, un hypnothérapeute ou faire du développement personnel, être à U et à dia, en fait, de rencontres qu'en fait, on génère nous-mêmes inconsciemment pour garder, pourquoi les personnes vont se marier 6 fois et divorcer 7 fois? Alors, une fois, ils se sont mariés avec une brune, une rousse, une blonde, mais c'est sous la perruque. C'est le même type de comportement de personnes qui fait vivre les mêmes émotions. Et vous comprenez qu'en fait, on est addict aux émotions qui nous ont impactés dans notre vie et qui ont créé à travers un axe qu'on appelle hippocampe amygdale. Et ça, c'est important. L'hippocampe, c'est la mémoire déclarative. C'est la boîte noire du cerveau qui enregistre exactement tout ce qui se passe depuis votre naissance. Même si vous n'êtes pas conscient, tout est enregistré. Et l'amygdale, c'est ce qui va, alors pas les amygdales ici, amygdale cérébelleuse au niveau donc des tempes, qui en fait capte les émotions. Et c'est cet axe émotion lié à un événement que l'on appelle un ancrage. Et le premier qui nous en a parlé, c'est Proust, un ancrage olfactif. J'ai dans, on va dire, l'hippocampe, la mémoire et les souvenirs de certaines tartes ou de certains fruits, de dessert, et je vais retrouver dans l'hippocampe l'émotion associée. C'est pour ça que par exemple, les huiles essentielles sont très puissantes. Moi, j'utilise beaucoup ça dans mes séances d'hypnose. J'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que l'odeur, ça passe directement au cerveau. Il faut savoir que des 5 sens que l'on a, le sens olfactif est le seul qui atteint le cerveau sans être parasité par d'autres zones du cerveau. Raison pour laquelle dans les EHPAD, lorsque les personnes ont Alzheimer, on demande à l'entourage de pouvoir mettre leur parfum habituel parce que la personne ne voit plus le visage, ne reconnaît plus son visage, ne reconnaît plus sa voix, n'entend même pas son prénom, mais par contre, elle se rappelle de cette odeur parce que l'odeur touche directement le cerveau sans être parasité. Et donc, c'est pour ça que c'est important, ces ancrages qui vont nous permettre effectivement de pouvoir être soi-même. Olivier, pour bien valider la compréhension que nous avons des choses très importantes que vous venez de nous dire. J'imagine, étant petit, à un moment donné, une émotion ou un déséquilibre, en tous les cas, de neurotransmetteurs qui fait que il y a une surproduction en moi de neurorécepteurs. C'est ce que vous venez de dire. C'est ça. Chaque fois que le corps m'assaille d'un déluge de tel type de neurotransmetteurs, vous dites qu'il va également, pour équilibrer la chose, il faut bien un petit panier, je veux dire, pour recueillir tout cela sur les neurorécepteurs. Quand l'émotion est passée, restent les neurorécepteurs, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Et ceux-ci vont générer, dites-vous, une habitude ou une addiction, c'était votre mot, pour aller toujours vers la stimulation des neurotransmetteurs qui me manquent, que je n'ai plus dans mon petit panier. C'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je vais aller chercher des événements, mais inconsciemment, des situations. Je vais me mettre en danger pour aller chercher l'adrénaline. J'ai besoin d'adrénaline parce que je suis à noradrénaline. Et en fait, je vais commencer par exemple, à procrastiner parce qu'aujourd'hui, j'ai 35 ou 40 ans et je n'ai plus la possibilité de sauter à l'élastique ou de me faire peur. Eh bien, je me fais peur avec des échéances administratives que j'attends le dernier moment. Et c'est pour ça que quand des gens me disent « je procrastine », je dis toujours c'est un problème de noradrénaline, soit parce que vous en avez pas assez, et ça, c'est un manque d'énergie, soit parce que votre corps va provoquer la situation pour avoir votre gap de je vais faire en un jour et demi ce que j'aurais pu faire en un mois, mais je me mets en danger pour avoir cette stimulation qui est à double peine parce que la première chose, je vais épuiser
Mais la deuxième chose, c'est que pour avoir de la noradrénaline, c'est la dopamine, et la dopamine, c'est la récompense. Parce que le circuit de la récompense dans le cerveau, c'est la dopamine. C'est ce qui vous motive, et quand vous atteignez vos objectifs, vous êtes récompensé. Autrement dit, je vais toujours chercher plus fort, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alors, je continue juste pour dire que ça génère des émotions qui, lorsqu'elles sont, on va dire, persistantes à des pensées, créent des sentiments. Les sentiments, ce sont des émotions qui durent quelques jours. Et si ça continue quelques semaines, ça commence à devenir un trait d'humeur. Et puis une humeur massacrante, une humeur de tristesse, c'est une émotion, Thierry, qui continue et qui se transforme en humeur. Et au bout de quelques mois ou d'un, 2, 3 mois, on commence à rentrer dans un tempérament. Et puis on va devenir un caractère. Et puis au bout de quelques années, ça devient votre identité. Et c'est pour ça que des personnes n'ont pas l'impression d'avoir changé, mais les gens disent, on te reconnaît plus parce que quelque part, ce sont des émotions, vous avez compris, qui ont été à 25, 30 ans parce que vous avez eu une rupture, vous avez eu quelque chose qui n'a pas été bien soigné, bien géré émotionnellement, ou parce que vous avez eu un licenciement, ou vous avez perdu un être cher, un deuil. Eh bien, ceci peut modifier neurochimiquement parce que vous vivez cette émotion en permanence. Et vous comprenez pourquoi j'associe toujours la visualisation, comme disait Émile Coué, qui était pharmacien, pour ça que j'aime beaucoup, parce que je me retrouve à chaque fois dans ce qu'il disait. Donc la visualisation avec l'hypnose et la neurochimie. Alors, on va y arriver, si vous le voulez bien, dans un instant, parce qu'on n'a même pas encore évoqué effectivement l'hypnose. Vous venez d'évoquer Coué, tout d'abord, qui était pharmacien comme vous. Qu'avait-il découvert de si profond de la nature humaine? Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'Émile Coué, on s'en moque en France. On se moque. Ah oui, mais ça, c'est la méthode Coué. Oui, sauf que Émile Coué est un grand homme aux États-Unis. C'est le 3e Français le plus connu. Il a écrit un petit livre de soixantaine de pages en parlant des principes, les 6 principes de la suggestion. Alors, il y avait l'effet converti, il y avait l'effet miroir. Et il parlait surtout du fait que il y avait 2 forces, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure au début de ce webinaire. C'est premièrement la volonté, qu'on pourrait associer aujourd'hui à l'hémisphère gauche, le mental, et puis l'imagination, ce que j'appelle l'hémisphère des possibles. Et qu'en fait, celui qui l'emporte toujours, c'est l'imagination. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, si cet hémisphère de l'imagination n'est pas associé à votre volonté, vous n'aurez pas les résultats de votre volonté, mais les résultats de l'imagination. C'est-à-dire de ce que vous croyez, de ce que vous percevez, des émotions associées. Donc si vous avez des problèmes en fin de mois, que vous n'arrivez pas à avoir de l'argent, mais c'est pas parce que vous voulez plus d'argent et que vous voulez pas assez, comme le disent certains, c'est tout simplement que vous avez associé des émotions négatives ou des tabous ou des valeurs qui vous bloquent. Et encore une fois, c'est ce subconscient qui a cette puissance énorme et qui peut s'opposer à votre vie de manière inconsciente, c'est-à-dire en créant des événements que vous attirez. Et là, moi, je parle vraiment d'univers dans lequel on vit. Et vous comprenez que cet univers, on peut le modifier grâce à la neurochimie. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure par rapport, par exemple, aux benzodiazépines, aux antidépresseurs, qui vont modifier, en fait, la neurochimie de la personne très rapidement. Mais on n'a pas besoin forcément de médicaments si on prend les bons neurotransmetteurs ou les bons compléments alimentaires. Et donc, effectivement, Émile Coué, qui était pharmacien à Troyes et qui s'est formé donc avec Bernheim à l'école de Nancy, qui était opposée à l'époque à l'école de la Pitié-Salpêtrière menée par Charcot. Et ça n'a pas été terrible pour l'hypnose, puisque Charcot, lui, qui était quelqu'un qui travaillait sur les personnes pathologiques, considérait que l'hypnose, c'était un état anormal. Et donc, c'était réservé qu'aux gens qui avaient des problèmes psychologiques. Alors que Bernheim, lui, disait que c'était un état naturel, spontané et physiologique, que tout le monde expérimentait plusieurs fois par jour, au moins toutes les 1h30, parce que notre cerveau se déconnecte. Et donc, Émile Coué, il s'est posé la question dans les années 1920, vous voyez, il y a 100 ans, pourquoi, si on administre un médicament et donc on donne la molécule qu'il est censé manquer à un patient, ne guérit pas? Si on vous donne
ce qui vous manque, c'est normal que vous guérissiez. Pourquoi on ne guérit pas au bout de 3 semaines, un mois? Et il a fait des tests. Il a testé dans sa pharmacie sur des personnes qui avaient les mêmes symptômes, les mêmes symptômes, en donnant soit des placebos, soit rien du tout, de voir qui guérissait le plus vite. Et il s'est aperçu qu'en fait, quand il commençait à faire prendre le médicament aux personnes qui avaient un même symptôme avec d'autres personnes qui prenaient le médicament normalement, il faisait prendre le médicament en répétant 42 fois à chaque fois le matin, 42 fois le midi, 42 fois le soir, tous les jours, sur tous les plans, je vais de mieux en mieux. Et il s'est aperçu que l'état d'esprit dans lequel on prenait le médicament était aussi important que la prise de médicaments. Pourquoi? Parce que si vous prenez le médicament en pensant que vous êtes malade, c'est pas pareil que de prendre le médicament en pensant à votre santé future. Voilà. Et après, il a fait ça avec des placebos et il s'est aperçu que des gens qui allaient répéter 42 fois matin, midi et soir sans rien prendre allaient guérir plus vite, j'ai bien dit sans rien prendre, que des gens qui prenaient le médicament parce qu'ils étaient dans le mauvais état d'esprit. Et donc, il est allé, après la sortie de son livre en 1922, aux États-Unis, où il a fait une tournée triomphale. Il a fait une vingtaine d'États. Il est allé au Canada. Et on parle de Mr. Emile Coué. Et aux États-Unis, puisque je suis certifié par la NGH, et mes formations d'hypnose sont certifiées, moi, par la NGH, les gens qui viennent se former avec moi, eh bien, Emile Coué, il fait partie des grands noms de l'hypnose, alors qu'on ne trouve jamais dans les livres français qui parlent d'hypnose ericksonienne. On oublie Emile Coué, alors qu'Emile Coué est plus connu aux États-Unis qu'en France. Il est aussi connu qu'Erickson dans le domaine de l'hypnose. Merci beaucoup. Sur ces entrefaites, vous imaginez bien, Olivier, qu'il y a plein de questions qui arrivent. Je vais vite, mais Xavier à Bordeaux pose la question, quand on est anxieux, quand on est angoissé, quel neurotransmetteur en cause? Alors, le premier auquel je pense, c'est le GABA. Le deuxième, ce serait la sérotonine. Le premier, c'est le GABA. Pourquoi? Parce que l'acide gaminobutyrique, le nom donc abrégé, c'est le GABA, c'est celui qui régit la vitesse de transmission. Et quand vous êtes angoissé, vous avez l'information qui va beaucoup trop vite. Donc, le fait de prendre donc des produits qui vont réduire la vitesse va réduire l'anxiété. Alors, il existe en pharmacie, vous pouvez trouver sans aucune prescription médicale du GABA, GABA. Vous pouvez le prendre à 500 mg ou à 750 mg. Et comme je dis, attention, ce n'est pas une prescription parce que je ne connais pas votre dossier, je ne sais pas ce que vous prenez à côté. Donc, parlez-en toujours à votre pharmacien et à votre médecin. Ne cumulez pas du GABA avec d'autres benzodiazépines parce que sinon, vous allez augmenter l'effet et vous allez avoir des problèmes de somnolence et c'est un petit peu embêtant. Donc, parlez toujours de ce que vous voulez prendre par rapport à un pharmacien qui connaît votre dossier. Question d'Aïcha à Quimper. Quand on est déprimé, nous demande Aïcha, c'est dû à quel neurotransmetteur? La déprime, ça vient de la sérotonine ou attention, d'un manque de noradrénaline et donc de dopamine. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 5 ans exactement, les médecins traitaient les dépressions avec la fluoxétine, qu'on connaît plus sous le nom de Prozac, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et on s'est aperçu que c'était pas toujours suffisant parce que des fois, les dépressions n'étaient pas dues qu'à un manque de sérotonine, mais un manque de sérotonine et de dopamine qui donne la noradrénaline. Donc, pour moi, ce sont les deux, et je vous disais tout à l'heure, les deux plus importants, le on et le off. Donc, vérifiez votre taux de dopamine, votre taux de sérotonine, faites des examens, je vous ai dit, ça se mesure et ça vous permettra de prendre la mesure qu'il faut faire. 52 neurotransmetteurs libèrent ou provoquent en tous les cas une harmonie de 26 hormones. 2. Selon ce que l'on mange, nous avons les acides aminés nécessaires ou pas pour construire les neurotransmetteurs. 3. Dans un livre à paraître en janvier, vous dites, mais plongeons du coup à la fois dans le système sanguin et aussi dans le macrobiote, c'est-à-dire dans l'intestin. Ces 100 milliards de bactéries que nous portons, nous, et qui nous aident à vivre. Et vous dites, là se trouvent encore des secrets que nous n'avons pas explorés jusqu'au bout et qui vous permettent de dire aujourd'hui, Olivier, attention, un même aliment,
selon qui vous êtes, eh bien, ne sera pas tout aussi utile ou bénéfique selon tel groupe sanguin ou selon tel groupe sanguin. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose que vous nous dites est encore plus extraordinaire. Vous dites, mais du coup, ces neurotransmetteurs, à travers les neurorécepteurs et les émotions évidemment que nous allons vivre, eh bien ces émotions neurochimiquement vont être emmagasinées, vous avez dit, dans l'amygdale, et l'amygdale est connectée, avez-vous dit, à l'hippocampe, et ces deux voisins-là vont travailler ensemble. Et vous dites, c'est ici où d'un côté, tout ce qu'on nous a dit sur le conscient, l'inconscient, le subconscient, et d'autre part, ce que nous disent les neurosciences, se trouve à peu près réunis, à peu près, cohérents. Ah ben écoutez, je trouve que vous avez résumé d'une manière synthétique extraordinaire, parce que c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de termes scientifiques pour pouvoir expliquer aux gens les choses, mais on pourra le revoir et les gens pourront faire des pauses. Et là, vous avez rendu intelligible et surtout assimilable ce que je viens de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle, comme vous l'avez dit, de l'hippocampe associé à l'amygdale, aux amygdales, ben en fait, ça veut dire que vous êtes un être, on va dire, qui n'est pas libre. Et voilà, mais c'est ça, c'est ce que je vais expliquer dans tous mes séminaires. C'est en fait, est-ce qu'on est vraiment libre? Moi, le libre arbitre, j'y crois pas. Parce que par rapport à votre programmation de vos 14 premières années dans le subconscient, de vos programmations à travers ce que vous avez vécu et qui font que vous allez vers quelque chose ou éviter certaines autres choses. D'ailleurs, ce sera un autre webinaire où on parlera des métaprogrammes mentaux et qu'on peut associer aux métaprogrammes, on va dire, effectivement chimiques. Mais vous allez plus vers de l'action ou au contraire, vous voulez être plus dans l'harmonie parce qu'un dopamine, il va foncer, un acétylcholine, il va être créateur, il part dans tous les sens. Un sérotonine, oulala, on essaie d'être dans l'harmonie et puis le GABA, il va tout planifier et structurer. Donc en fait, on n'est pas libre puisque notre subconscient a enregistré des informations les 14 premières années. Deuxièmement, la neurochimie fait qu'on va typiquement vers des types d'actions, de comportements, d'émotions et on va chercher des événements, des partenaires de vie, des partenaires professionnels, des partenaires sentimentaux pour rester là-dedans. Donc, moi, je dis toujours, où est notre degré de liberté? Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime, c'est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on peut être vraiment libre ou est-ce qu'on est libre dans une catégorie de scénarios opposés? C'est une question que j'avais dès le début, mais que je n'osais pas poser. Néanmoins, Olivier, dans tout le vocabulaire que vous avez utilisé jusqu'à présent, vous avez ajouté, attention, nous avons l'hémisphère de la volonté, nous avons l'hémisphère des possibles. Si vous dites on a un hémisphère de la volonté, c'est donc peut-être volonté, encore une fois, c'est sorti de nulle part, ou en tous les cas soustrait aux influences neurochimiques. J'ai aussi une toute petite part de liberté, ou pas vraiment, où le monde est vraiment triste? Alors, je vais vous dire que, en fait, il faut mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Le monde est vrai. Alors, en fait, c'est ça. Et c'est une formation que je suis en train de préparer. Alors, elle sortira l'année prochaine, qui s'appellera Sortez de la boîte. Out the box. Matrix. Vraiment, c'est savoir quelle est ma part de liberté. Mais pour ça, il faut être conscient tout le temps. Donc, il faut fonctionner par incrément de 1 minute. C'est-à-dire, toutes les minutes, il faut se poser la question, mais je vais vous dire, c'est pas simple parce que vous avez une partie de vous qui va se révolter contre ça. Et la méditation, les prises de conscience vont permettre de dire pourquoi je fais ce choix. Voilà, vous voyez, je vais vous poser des questions essentielles pour répondre à ça. Pourquoi je fais ce choix? Quelle est la partie de moi qui fait ce choix? Quelle est la partie de moi voilà, qui a besoin de faire ce choix? Par exemple, pourquoi je vais acheter une nouvelle voiture? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est pour stimuler ma dopamine parce que ça fait de récompense? Ou parce que c'est l'enfant à 17 ans qui a été frustré de ne pas avoir ça, qui va chercher les mêmes émotions chimiques, bien sûr, par rapport à ça? Et quelle est la partie de moi qui fait ça pour me sentir valorisé parce que j'ai été dévalorisé? En fait, quel choix je ferais si je passais par ma partie illimitée? Voilà. Donc, la partie libre, infinie et illimitée qui est en moi, dans ma conscience, et elle existe. Si c'est celle-là qui agissait maintenant, quel choix elle ferait? Pour moi, c'est la question que doit se poser tout le monde. Pour les gens qui veulent sortir de cette compréhension qui est attristante, de comprendre qu'en fait, on ne choisit pas vraiment,
on fait des choix, mais dans des choix limités, eh ben, il faut passer dans une supraconscience et à chaque fois savoir qu'est-ce que je vais chercher, quel est le sens que je vais activer et quel est le choix que je ferais si j'activais ma partie infinie et illimitée en moi. En tous les cas, on a au moins cette méta-liberté de recourir à un pharmacien qui est aussi, comment dire, l'accompagnateur de sportifs de haut niveau pour dire changer ma biochimie parce que c'est pas ça que je veux devenir ou c'est pas ça que je veux absolument tel ou tel déséquilibre ou tel nouvel équilibre. Ça, au moins, c'est une liberté qu'on peut avoir. Justement, je vais en parler parce que au niveau du sport, le sport, on peut aujourd'hui se doper extérieurement, ça c'est clair, c'est interdit. Mais on peut se doper en activant, et ça c'est pas interdit. Vous avez le droit d'aller à Font-Romeu pendant 3 semaines pour augmenter votre taux de PO, et vous pouvez avoir un taux de PO qui est au-dessus de la moyenne, mais parce qu'il n'y a aucun apport exogène, simplement parce que vous avez travaillé en oxygène. C'est ce que les Colombiens ont dans le cyclisme, et les gens qui sont en montagne ont des particularités beaucoup plus importantes que les autres. On peut travailler dans l'hypnose, c'est ce que je fais moi dans l'hypno-performance, où je vais dans des niveaux de profondeur en état delta, modifier plus exactement les neurotransmetteurs, mais avec des rapports, parce que il faut après avoir des suivis. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est effectivement qu'on peut comprendre que derrière ceci, il y a eu une transformation totale au niveau du sport. Avant, on cherchait la VO2 max. Pour savoir les capacités d'un sportif, c'était la VO2 max. Aujourd'hui, c'est la résistance à l'acidité, la résistance à l'acide lactique. Et pour ceux qui peuvent voir ma chaîne YouTube, alors ça n'a pas été des vidéos qui ont été énormément vues parce que c'était en 2014 que j'avais fait ça. J'étais avec un médecin que j'ai formé en hypnose, qui était dans un groupe connu, des 3 premiers groupes cyclistes. On est dans sa voiture. On est au départ de Paris-Nice et dans la première étape, qui est un compte à monte de 6 km et demi, qui est monté à 8 minutes. Alors, Conflans-Sainte-Honorine, je ne sais pas si vous voyez, quand on monte la Seine, on a une cote qui fait plus de 20%. En région parisienne, dans tous les cas. Ouais, en région parisienne. C'est un effort énorme. Et mon copain Serge, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tension et il prend donc les rythmes cardiaques pour regarder à combien sont les gens et qu'est-ce qu'on fait? Une injection de caféine. C'est pas interdit de prendre du café, mais injection intraveineuse. Mais après, pourquoi? Alors j'ai dit, tu fais ça, pourquoi? Parce qu'on augmente les pulsations de 30. Au lieu d'être à 195, vous pouvez monter à 225. Mais après, pour lutter contre l'acidité, ce sont effectivement des citrates de bétaïne. Et je connais donc des cyclistes qui prennent 18 citrates de bétaïne ou 36 citrates de bétaïne après cette épreuve-là pour tamponner. Et quand vous voyez l'effet d'un citrate de bétaïne quand vous avez pris, donc il fait une soirée, vous en prenez 2 ou 3 dans la journée, oui, pour tamponner de manière à permettre le maximum de résistance à l'acidité durant les étapes à venir, ce qui fait que vous avez des cyclistes, voilà. Donc, ce sont des choses qui aujourd'hui vont un peu plus loin que ce qu'on connaît, mais qui ne sont pas des produits interdits. Il nous reste quelques minutes, Olivier. Simplement, prenons l'un ou l'autre cas particulier. Voici une dame, voici un monsieur qui vous regarde et qui se dit « Mais moi, j'ai fait 1000 régimes déjà. Est-ce qu'Olivier pourrait m'aider? Je dois démarrer comment? Si je veux refaire un chemin utile et efficace, je devrais le refaire comment? » Alors, la première chose pour mincir, il faut avoir un taux de sérotonine normal. Et ouais, on revient à la neurochimie. Parce que si vous avez, on va dire, une carence en sérotonine, vous allez avoir des fringales tout le temps. Donc, les gens qui ont des fringales, allez voir problème de sérotonine. Ça, c'est essentiel. Deuxième chose, peut-être un problème de candida albicans, c'est-à-dire de champignons dans l'intestin. C'est un alien, le candida. C'est celui qui fait que vous êtes tout le temps attiré par les choses sucrées. Vous avez tout le temps des fringales sucrées. Pourquoi? Parce que le candida albicans, il se nourrit de sucre. Donc là, il faut commencer par faire des petits jeûnes de 2-3 jours, mais surtout reprendre ce que je disais tout à l'heure pour purifier l'intestin. C'est les extraits de pépins de pamplemousse. C'est donc, je disais aussi la chlorophylle. C'est
l'or colloïdal, l'argent colloïdal, pardon, mais qu'on va alterner. C'est-à-dire que il faut toutes les 2-3 semaines changer ce traitement parce que le candida albicans, au bout de 3 semaines, il se met en résistance. Voilà, c'est en 2-3 mois, on va pouvoir enlever le candida albicans et vous aurez moins de fringales. Troisième chose, si vous avez envie de sucrer, ça peut être aussi le fait que vous manquez de dopamine. Vous voyez? Donc, on en revient à ça. Fringales, sérotonine, envie de manger tout le temps avec du sucre, problème de candida albicans ou problème de dopamine. Et quand vous mangez du fromage et beaucoup de choses salées en plein après-midi, il y a peut-être un problème d'acétylcholine. Et là, on a besoin d'acides gras. Donc moi, la première chose, ça commence toujours par la neurochimie. Et je dis toujours aux thérapeutes, toujours aux hypnos que je forme, regardez toujours ce qui se passe parce que c'est la trace importante pour pouvoir donner une indication d'équilibrage, pour éviter en fait de remplir quelque chose et que ça se vide de l'autre. Parce que sinon, si vous n'avez pas ça. Donc, vraiment, les troubles obsessionnels compulsifs de nourriture, c'est ça. Et après, on va travailler effectivement grâce à l'hypnose. Mais il y a ceux aussi qui sont, par exemple, dans compétition, quand je dis compétition, compétition douce, mais qui veulent améliorer leur record, etc., mieux se connaître, travailler également cette neurochimie de façon tout à fait naturelle. Et là aussi, ils peuvent être accompagnés. Quelles sont ici, très concrètement, les choses que vous conseillez? Je veux dire par là, Olivier, vous avez vous-même mis au point je crois, 90 vidéos, la Neurosuccess Academy, un accompagnement avec des prix promotionnels, j'y reviendrai d'ailleurs, mais tout cela, c'est un kit qui nous permet, quoi, lorsqu'on le suit, de pouvoir progresser avec vous, grâce à vous? Alors, d'abord, ça va permettre d'apprendre des bases essentielles dans le développement personnel. D'abord, je vais commencer à expliquer le fonctionnement du cerveau. Ça, ce sont des vidéos, effectivement, que j'ai dans mes formations d'hypnose ou de coach à pair, que j'ai mis pour donner, au départ, la compréhension du cerveau. Ensuite, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir voir comment, avec des techniques de visualisation, vous allez totalement, on va dire, changer la perception des choses. Parce que on parlait tout à l'heure, alors je veux pas sortir de là-dessus, mais quand on parlait tout à l'heure du fait qu'on n'a pas de libre arbitre, on a plusieurs moi en nous. Mais on a un moi qui a vécu l'événement et on a un moi qui se souvient de l'événement. Et c'est pas le même. Et on va apprendre à changer la perception du moi d'aujourd'hui qui voit l'événement. Ça, c'est essentiel pour comprendre ça. On va apprendre des techniques donc d'activation oculaire qui vont permettre de pouvoir. J'ai le nez qui me chatouille depuis tout à l'heure, j'ai failli éternuer. J'ai effectivement des techniques qui permettent aux gens de pouvoir fixer un événement, parce que quand vous regardez un événement, que vous pensez à ce qu'il vous faudrait, vous voyez, je viens de regarder ces deux endroits-là, je vais activer comme ceci, je vais faire des connexions neuronales, et c'est des exercices comme ça que j'explique. La cohérence cardiaque améliorée avec des techniques qui vont vous permettre donc de pouvoir vraiment générer les neurotransmetteurs, parce que j'ai fait des techniques où on va à l'intérieur du cœur. Pourquoi? Parce qu'on va générer de la sérotonine, on va générer de l'acétylcholine, on va générer de la dopamine, et puis par exemple un protocole de la goutte de miel qui va permettre de pouvoir travailler vos endorphines naturelles, parce que quand vous stimulez vos endorphines naturelles, vous êtes bien tout le temps. Et la clé pour moi du développement personnel, quel qu'il soit, quels que soient les objectifs que vous voulez, réussir votre vie, être en couple, avoir une meilleure santé, c'est d'être bien, et je dirais même mieux, c'est d'être mieux, de mieux en mieux tout le temps. C'est-à-dire quand vous cherchez à aller bien dès le matin, et que votre objectif dans la journée est d'aller de mieux en mieux, je peux vous dire que vous arrive des choses exceptionnelles, et c'est ce que j'apprends donc dans les techniques qui sont là. Vous verrez avec la douche froide qui stimule la noradrénaline, alors, il n'y a pas de vidéo où je suis dans la douche froide. Je parle. Oh zut alors, Olivier. Je parle de vidéos pour augmenter la noradrénaline. Il y a d'autres techniques dont je parle. Je vais même parler de mantras qui vont permettre de stimuler donc certains neurotransmetteurs, avec certains phonèmes, comme on va dire, prononcés d'une certaine manière, stimulent vos neurotransmetteurs. Et puis surtout, je vais expliquer les 6 profils émotionnels dont parle Davidson, et surtout les profils, on va dire, neurotransmetteurs. Vous aurez les questionnaires et vous aurez plein de choses qui vous permettront de savoir beaucoup mieux où vous en êtes. Donc,
comment fonctionne la biochimie de notre cerveau. Ça, c'est la première phase, si je puis dire, de la Neuro Success Academy. Ensuite, vous dites aussi, mais maintenant, quels sont les effets que vous voulez atteindre, où voulez-vous aller, et là, vous allez nous guider dans un pas à pas. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes guidé, vous avez 80 vidéos, ce qui est énorme, et Ah vous oui, c'est avez beaucoup, oui. un suivi mensuel qui vous permet donc de répondre à toutes vos questions. Ce qui Euh, vous n'êtes pas seul, mais accompagné. j'ai vu également avec 12 semaines de coaching, ou c'est différent, dites-moi. Non, c'est-à-dire pendant ces 12 semaines. Alors au départ, on donnait ça sur 3 mois, puis je crois que on a décidé, pour pas faire attendre les gens, de leur donner accès immédiatement. Mais ça correspond à quelque chose qui est sur 3 mois dans le développement des vidéos que l'on regarde. Et donc effectivement, donc tous les mois, vous avez donc des questions-réponses. Les gens peuvent poser des questions gratuitement. Et je réponds en direct pour pouvoir apporter les effets et les réponses. Vraiment, Olivier, j'ai été lire sur Facebook et sur les réseaux sociaux comment dire, les compliments, les éloges qui sont adressés sur vos travaux lorsque vous êtes en accompagnement ainsi de plusieurs personnes. Mais très concrètement et avec beaucoup d'humilité, vous amenez les personnes vers quels résultats, par exemple? Alors, moi, la prise de conscience essentielle, c'est que les gens doivent comprendre que tout commence par le bien-être. Et le bien-être n'est pas négociable. Alors, je vais peut-être à l'encontre de certaines vidéos qu'on peut voir sur YouTube où les gens disent voilà comment il faut faire pour aller bien. Moi, je pars du principe que être bien, c'est une décision immédiate. Ce qui fait que vous allez améliorer les choses. Il y a des techniques de respiration, il y a des techniques d'alimentation, il y a des compléments alimentaires, il y a des techniques de visualisation, il y a l'hypnose, il y a tout ça. Mais si on ne prend pas la décision, là, le jeu intérieur, le JE intérieur, vous n'aurez jamais dans votre vie la possibilité de changer puisque vous attendrez toujours le jeu extérieur. Et la chance, comme j'aime le dire, c'est quoi? Ça n'existe pas. La chance, c'est lorsque votre paramétrage interne rencontre des opportunités extérieures. Parce que si vous n'êtes pas, on va dire, en émotion de recevoir, ben vous verrez même pas ce que l'extérieur vous propose. Donc tout commence pour moi dans le développement personnel par une prise de conscience. Je suis responsable, et pas dit coupable, parce que ça c'est une formule qui a touché les gens. Je suis responsable de ne pas changer. Voilà, tout m'appartient. Et si je prends pas la responsabilité de changer, il faut pas attendre le coup de baguette magique. Et malheureusement, je pense que on a tous été dans les jeunes générations élevés avec des contes de fées, la rencontre de la princesse ou du prince charmant. Et je rencontre souvent des gens qui, à 40, 50 ans, attendent encore le prince charmant. Mais non, le prince charmant, il est en vous. C'est vous qui allez devenir la princesse charmante pour attirer le prince charmant. Et c'est pas d'attendre un événement extérieur qui va vous modifier. C'est ce que j'appelle la loi d'extraction. C'est pas je fais et je deviens. Non, non, je deviens de suite. Et quand je deviens, je vais pouvoir faire des choses que je faisais pas et avoir ce que je veux. C'est être, faire, avoir. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont dans notre système. Ils veulent avoir pour être et faire des choses. Et ça, c'est pas la loi d'attraction, c'est la loi d'extraction. Oh, merci beaucoup pour ces trois verbes pris dans l'ordre, évidemment. Vous tous qui avez suivi Olivier Bandelrieux aujourd'hui, vraiment, vous avez vu qu'il était passionnant, bien sûr. Le présent webinaire est en replay d'ici quelques heures sur le site Bimouda. Il le sera également sur la chaîne YouTube. Et puis surtout, vous l'avez bien compris, vous allez pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'Olivier et de ses équipés à des prix promotionnels. Ça, c'est des prix Bimouda. Et attention, c'est jusqu'à dimanche minuit. Vous avez entendu, il s'agit de la de la Neuro Success Academy. 12 semaines de coaching, 90 vidéos, et alors je donne le prix, c'est 345 €, ça c'est le prix Bimouda jusqu'à dimanche minuit. Attention, dimanche minuit, le prix devient citrouille, c'est fini, c'est 690 € après. C'est à vous de choisir, et vous l'avez bien compris, il faut bien prendre les choses dans l'ordre, être, faire, avoir, et non pas avoir, faire et être. Et merci beaucoup, Olivier, pour ce merveilleux webinaire passé en votre compagnie. Merci beaucoup, Thierry, et à très bientôt. À bientôt, de toute façon. On se retrouvera le mois prochain. Merci. Vous êtes sur Bimouda. À bientôt.
Bonne soirée, merci.